Bonjour à tous, j'espère que nous passons un bon week-end où nous allons bien. Alors, nous allons profiter de passer vraiment un bon week-end aujourd'hui parce que nous allons essayer de partager ce que nous savons de mieux. Alors, aujourd'hui encore, nous voici revenir vers vous. Comme c'est devenu une habitude, chaque mois, nous revenons pour des conférences et puis des débats sur la géologie. Et aujourd'hui, nous avons voulu, à travers l'initiative pour l'exploration géologique du Congo, essayer d'organiser un atelier sur le renforcement des capacités en géochimie. Alors, les nous là, qui sommes-nous? Je n'ai fait que dire nous, qui sommes-nous? Nous, c'est l'initiative pour l'exploration géologique du Congo. C'est une association sans but lucratif regroupant certains géologues de la RDC et d'autres partenaires étrangers. Et cette association, comme je venais de le dire, a des missions et des objectifs qui s'est assigné. Alors, l'association a vu le jour pratiquement sous la forme actuelle depuis l'année passée. Et puis, pour ces objectifs, d'abord, pour dire même des objectifs, je vais commencer par présenter, il y a le président qui est avec nous, M. Yann Baka. Bonjour, Monsieur le Président, et bienvenue parmi nous. Et nous avons le vice-président Félix Smith Zolo. Bonjour, Monsieur le vice-président, bienvenue parmi nous. Alors, nous allons profiter et essayer de brosser avant de commencer, d'essayer de brosser sur les objectifs de l'association. L'INEX, en quoi c'est quoi, et l'INEX vise quoi, c'est quoi, quels sont les objectifs de l'association. OK. Merci, Trézène. L'INEX, comme vous l'avez dit, c'est l'initiative pour l'exploration géologique du Congo. C'est une association à but non lucratif. Nous savons tous, on se focalise à promouvoir des projets de recherche en géologie. Alors, nous avons beaucoup d'objectifs puisque nous avons une vision très grande. Premièrement, de rassembler les chercheurs autour des travaux et sujets des recherches géologiques. Deuxièmement, c'est développer des projets de recherche qui traitent des problèmes fondamentaux en géologie, si on peut dire ça, et puis promouvoir les recherches interdisciplinaires et donc bien adaptées aux étudiants et aux géologues ayant une solide formation en différentes disciplines. Donc, c'est un peu ça, si on peut dire un mot par rapport à l'INEX. Et si vous voulez connaître mieux, nous avons aussi notre site web qui est sur le bas de l'écran, inex-rdc.com, et puis nous avons des contacts si vous voulez nous contacter. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous organisons un atelier sur le renforcement des capacités en géochimie, comme je le disais. Alors, cet atelier est destiné aux géologues, aux étudiants finalistes en géologie, aux jeunes diplômés, aux géologues professionnels. Et le but, c'est d'essayer d'améliorer leur compréhension sur les méthodes géochimiques utilisées. Et aussi, l'atelier pourra fournir une revue complète sur les différentes approches des méthodes géochimiques des sols applicables à l'industrie minérale ou l'industrie minière. Alors, pour les plans de la formation, aujourd'hui, c'est les premiers jours, c'est une formation qui s'étendra sur une période de 10 jours. Aujourd'hui, c'est une session en ligne et qui va principalement se focaliser sur, il y aura des parties. La première partie va se consacrer sur l'introduction à la géochimie et puis il y aura une partie sur les rhigolithes où on va beaucoup plus se focaliser. Alors, il y aura une deuxième partie, après une pause de 30 minutes, il y aura une deuxième partie où on parlera plus des méthodes d'échantillonnage, des méthodes analytiques en laboratoire, et puis il y aura une introduction sur la notion des bases de données et les QIAQC. Ça, c'est pour la session de ce jour. Alors, pour les deuxièmes jours, les deuxième jour, troisième jour, il y aura une session sur terrain.
et ça sera à Madimba, dans la région Madimba, Mbamba-Kilenda, où il y aura une visite, une descente sur terrain avec certaines personnes qui se sont inscrites ou qui voudront aller et qui pourront nous retrouver là-bas et essayer de faire un échantillonnage sur terrain. Et ils amèneront ces échantillons pour qui pourront constituer la troisième partie du programme, c'est-à-dire il y aura l'analyse au laboratoire avec les XRF, donc avec les X-rays fluorescents. Alors, et à la fin, on va encore revenir sur une partie en ligne. Il y aura une partie en ligne où nous allons interpréter tous ces données et on va voir à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est une section que nous avons voulu beaucoup plus pratique et avec les temps actuels de COVID, on peut profiter d'avoir ça en ligne et puis les questions qu'on sort pourront toujours être répondues et on va essayer de discuter. Alors, pour ce qui est des questions, il y a le chat qui est là. Si vous avez une question pendant qu'il y a présentation, vous pouvez écrire des questions sur le chat. Et si vous ne voulez pas poser une question à tout le monde, vous pouvez m'adresser moi ou aux autres co-hosts des questions en privé. Ils pourront répondre. Alors, si vous voulez peut-être poser une question, vous sentez que la question, c'est difficile de poser la question par écrit, vous pouvez toujours m'écrire directement et puis on va vous unmute, donc on va vous laisser parler et on va vous accorder le droit de parler et vous pourrez poser votre question et les différents interlocuteurs et animateurs pourront réagir. Il y a un animateur pour cette première partie sur l'introduction à la géochimie et les rigolifs. Et l'animateur est assisté par des personnes ressources qui seront là en train d'intervenir en cas de questions ou expliciter certaines choses. J'ai pris beaucoup de temps. Nous allons commencer. Alors, je vous invite donc à être prêts. Nous allons démarrer cette séance, ce week-end que nous voulons être assez plaisant. Alors, c'est parti. Et puis, pour cette session sera animée par le président de l'initiative, M. Yann, qui va prendre la parole. Bonjour. Bonjour à tous, merci. Je suis Yann Pakawaku, assistant à l'Université de Kinshasa, étudiant en master à l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud et géologue d'exploration. Aujourd'hui, on va essentiellement parler sur la géochimie et nous remercions notre sponsor pour cette session, Geochemical Society, qui est également notre partenaire privilégié et nous accompagne dans ce renforcement de capacité. Alors, la première des choses, j'aimerais qu'on puisse voir cette image où nous avons un professeur qui est en train d'enseigner ses étudiants un modèle sur terrain. Mais si vous regardez l'image de ces étudiants, vous verrez que le professeur a beau parler, il semble ne pas trop comprendre ce qu'il est en train de dire. Et ça, c'est pratiquement ce qui arrive également lorsque nous interprétons parfois des modèles où nous faisons des projections sans pour autant avoir un peu plus de données. Et la géochimie est une méthode élargie, c'est-à-dire une méthode indirecte qui nous permet de pouvoir voir ce que nous recherchons à une maille un peu plus large, bien que cela dépendrait également des compétences du géologue et de son expérience, raison pour laquelle nous avons cette session pour pouvoir discuter et nous mettre à niveau par rapport aux nouvelles pratiques que nous avons eu à apprendre ces dernières années.
Alors, comme vous le savez, nous avons toujours besoin, pour notre travail, nous avons toujours besoin des données et des connaissances. Et cette formation tombe à point nommé parce qu'elle apporte certaines connaissances dont nous avons besoin. Et ceci, ce que nous vous présentons, c'est un compilé pratiquement d'une grande partie des ouvrages que nous avons présentés sur l'image. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, c'est vrai que cette session est censée être plus pratique, mais nous allons quand même faire quelques rappels, brefs rappels sur la notion d'anomalie même, ou sur la notion des éléments géochimiques. Parce qu'en géochimie, c'est vrai que le géochimiste n'est pas censé connaître beaucoup de chimie. Ce n'est pas un chimiste. Un géochimiste n'est pas égal à un chimiste, mais il a besoin d'avoir les notions de base de la chimie. Il y a des lignes qui se créent. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui crée des lignes sur mon écran. Vous arrivez à voir mon écran? Pas encore, pas encore. Oui, on voit maintenant. Quel est l'écran que vous voyez? Alors, désolé. Vous arrivez à voir, c'est bon? Pas encore. Maintenant, on voit. OK, merci. Alors, comme parmi les éléments clés des anomalies, il faut connaître également la zone dans laquelle vous êtes en train de travailler, les roches qui pourraient les constituer, parce que, par exemple, si vous êtes sur des roches basaltiques, une anomalie en cuivre ici ne devrait pas être de 100 ppm parce que déjà dans la composition du basalte, vous avez le cuivre qui avoisine cette valeur. Alors que si vous avez 100 ppm dans un sol provenant, par exemple, de granit, alors en ce moment-là, vous avez pratiquement une anomalie parce que la roche elle-même contient aux alentours de 20 ppm. Donc, ce qui veut dire que la notion d'anomalie, elle est relative. Elle est relative en fonction de la roche, en fonction de la composition de la roche et en fonction également des éléments chimiques et de la substitution. Donc, ce sont des choses que nous devons avoir à l'esprit lorsque nous parlons de la géochimie, lorsque nous recherchons les anomalies. Et comme je l'ai dit également, la notion de substitution, elle est très importante. Par exemple, pour une roche qui est en train de s'altérer, la silice, l'aluminium a tendance généralement à se substituer à la silice. Donc, vous aurez des phénomènes de substitution, un enrichissement en aluminium et la silice, comme elle est généralement le silicium, comme il est généralement mobile, donc il va migrer alors que l'aluminium reste généralement dans les minéraux. Donc, ouais. Il y a quelqu'un qui aimerait connaître, si vous pouvez revenir sur le point où vous dites le cuivre dans la roche basaltique, sans doute ce n'est pas une anomalie, il n'a pas bien capté. En fait, c'est simplement pour dire que dans la composition, en fait, ce tableau résume pratiquement, on a essayé de faire une moyenne des différentes roches qui sont là et dans lesquelles on retrouve généralement ces éléments en trace. Et dans ces éléments en trace, vous avez des valeurs qui sont là, qui sont généralement dans la roche. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont dans la composition de la roche généralement. Et ces valeurs, lorsque vous voyez, ils diffèrent d'une roche à une autre. Je vais prendre un autre cas, par exemple, si vous avez l'arsenic dans les roches basaltiques, elle avoisine aux alentours de 2 ppm.
alors que ce même arsenic est faible dans les roches ultra-basiques, c'est pratiquement 0,5. Or, si vous êtes en train de chercher une anomalie, l'anomalie que vous allez avoir dans les roches ultra-basiques, elle ne sera pas de la même intensité que celle que vous allez avoir dans les roches basiques comme basalte, gabbro et autres. Donc, l'intensité de l'anomalie, la dispersion, c'est aussi une notion qu'on va voir, dépend vraiment de ses fondamentaux. Et nous savons également que nous avons le Clark aussi qui est défini pour différents éléments et pour différentes roches. OK. Donc, bref, si nous comprenons bien, par exemple, pour les puits, voici, nous avons 138 bien de roches basaltiques, ce n'est pas une anomalie. Or, avec la même valeur, si nous sommes dans les roches classiques ou les roches sédimentaires, ça serait une anomalie. Ouais, c'est pratiquement ça. Alors, j'ai parlé également des possibilités de substitution dans les minéraux. Il y a également une notion plus importante, c'est celle de la dispersion, parce que c'est ça qui va pratiquement gérer c'est ça qui va conduire notre formation aujourd'hui, parce que notre objet, c'est le sol, et nous savons que dans le sol, nous avons besoin de mesurer la dispersion d'une minéralisation ou d'un élément provenant de la roche qui pourrait être, qui partirait dans le sol. Nous avons besoin de mesurer cette dispersion. Donc, il faut comprendre comment est-ce que, parce que nous avons des éléments qui sont mobiles et des éléments qui généralement ont une mobilité faible. Et les éléments qui ont une mobilité faible peuvent changer de comportement en fonction du pH, en fonction du pH et en fonction de la gravité, en fonction de la roche elle-même, en fonction des structures. Donc, c'est beaucoup des éléments qui vont entrer en jeu pour nous expliquer la dispersion que nous pouvons avoir dans la roche et que nous serons appelés à mesurer lorsque nous ferons notre géochimie de sol. Normalement, c'est une notion qui devrait normalement prendre à elle seule un peu plus de temps, mais comme nous n'avons pas assez de temps pour ça, on va brosser un peu rapidement et on va toujours commencer à revenir dessus lorsqu'on va évoluer. Donc, il y a différents éléments qui peuvent changer la mobilité de la dispersion. Et lorsque nous mesurons la dispersion, lorsque nous mesurons la dispersion avec le sol, il serait important également de savoir la notion des signaux qui peuvent être fausses, qui peuvent nous dérouter de notre signal principal. Par exemple, ici, vous voyez, la minéralisation, elle est là, mais avec cette dispersion, ça nous donne des signaux dans cette zone. Et en tant que géologue, parfois, nous partons là où le signal est plus fort et nous pouvons faire des forages ou des tranchées ici et voir qu'il n'y a pas de minéralisation. Après, on va dire, non, nous n'avons pas, on va tuer la cible que nous avions eu à choisir. Donc, c'est important de pouvoir toujours avoir à la tête cette notion de dispersion. Alors, maintenant, on parlera du rigolithe ou du rigolithe. Excusez-moi parce que je parle un peu en français, en anglais. Ici, je vous ai mis quelques ouvrages qui sont intéressants, que vous pourriez chercher et parfaire vos connaissances par rapport au rigolithe. En fait, c'est quoi le rigolithe? Beaucoup d'entre nous me poseront la question, c'est quoi le rigolithe? Oui. De manière beaucoup plus brève, que doit-on obtenir de l'introduction en conclusion? Qu'est-ce qu'on doit dire? Oui, que nous avons plusieurs notions qui vont intervenir. Si je dois résumer la première partie, c'est-à-dire que nous avons des notions de dispersion qui vont intervenir dans nos minéralisations. Lorsque nous recherchons une minéralisation, nous avons des notions de
Et la dispersion, elle sera tributaire par rapport au pH, par rapport aux structures qu'on peut retrouver dans la zone, par rapport à plusieurs facteurs qu'il faudra avoir en tête. Il faudra avoir en tête également la mobilité des éléments, parce que tous les éléments n'ont pas la même mobilité. Il faudra avoir en compte la roche mère ou l'élément, comment est-ce qu'elle est dans une roche ou dans une autre. Donc, ça sera plusieurs aspects qu'il faudra avoir en tête lorsque nous planifions, lorsque nous parlons de géochimie de sol. Et je pense que ces éléments vont commencer à intervenir au fur et à mesure que nous allons évoluer dans notre présentation. OK. Et parmi ces facteurs, ces éléments, il y a... Ouais, donc, alors, comme je vous disais, c'est quoi le rigolithe ou le rigolithe en français? Pratiquement, c'est toute la partie qui se trouve entre la roche fraîche et l'air. C'est une définition très simpliste pratiquement du rigolithe. Et dans le rigolithe, nous avons plusieurs sciences qui vont intervenir. Nous aurons ceux qui vont parler sur la lithosphère, sur l'hydrosphère, la biosphère et l'atmosphère. Et le rigolithe est pratiquement au milieu. Alors, on va essayer d'aller un peu plus en détail pour que vous puissiez comprendre pourquoi on vient parler de cette notion de sol. Alors, quelle est l'importance du rigolithe dans l'exploration géochimique? Ici, vous avez pratiquement ce gisement qui se retrouve en Australie et qui a plus de 4 millions d'onces, mais on a eu du mal à le découvrir. En fait, c'est dans la compréhension du rigolithe qu'on a eu à le découvrir parce qu'elle est pratiquement couverte par un épais sol qu'on appelait sol mort pratiquement. Et si vous voyez sur cette section, vous allez voir que nous avons pratiquement aucune anomalie qui affleurait aucune anomalie qui affleurait, alors que le grand gisement, il était juste en bas ici. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir mon curseur, mon pointeur. Donc, pour montrer de l'importance du rigolithe, donc sans la compréhension de ce rigolithe, on allait pratiquement pas trouver ce gisement et peut-être qu'on sera à chaque fois en train de passer à travers. Nous avons un autre exemple, c'est celui-ci. Généralement, lorsque nous faisons l'exploration, nous sommes toujours tentés à aller là où les anomalies sont plus attrayantes, là où les anomalies sont plus attrayantes et là où nous avons un fort signal en termes d'anomalies. Et ce qui fait que, si vous voyez, sur cette carte de rigolithe, nous avons deux gisements qui ont été découverts, une avec une anomalie très forte en surface, mais qui n'a eu que 600 000 onces, alors que l'autre ici avait une anomalie faible et on a eu à découvrir 1 million d'onces. Pourquoi? Parce qu'ici, nous étions presque dans un sol résiduel, ce qui a fait que la dispersion, elle n'a pas été... Nous étions résiduels proches de la roche, donc la dispersion, elle n'a pas été grande, d'où le sol ne montre pas une signature assez importante, alors qu'ici, la dispersion a été grande à cause des quartz veines, parce que les quartz veines, lorsqu'ils s'altèrent, ils peuvent facilement libérer l'or qu'ils contiennent et faire ce qu'on appelle des pics de signal. Donc, également, le type de minéralisation que vous êtes en train de chercher affectera également votre sol que vous allez entreprendre. D'où
l'importance finalement du rigolite, c'est de réduire le facteur chance. C'est-à-dire qu'on ne sera pas en train de trouver des gisements par la chance, mais on va vraiment le trouver parce qu'on aura eu à faire, on aura eu à comprendre le contexte et la zone. Mais également aussi éviter un échantillonnage inapproprié, améliorer l'interprétation, savoir que nous sommes dans un sol résiduel, un sol qui a été dénudé, érosionnel et autres, comme on va le présenter, mais également aussi aider à la prise de décision, parce qu'il sera important de savoir est-ce que nous devons arrêter ce projet ou nous devons pratiquement continuer. Et en termes de rigolif ou de rigolite, il y aura plusieurs facteurs qui vont l'influencer, tels que le climat, parce que le rigolite dans le climat aride, par exemple au niveau de l'Afrique de l'Ouest, sera différent avec le rigolite au niveau de la RDC qui est dans un climat humide. Et cela, nous aurons 1 minute à échanger avec le docteur Zié, qui est professeur à l'Université des Humanes. Il est avec nous ici. Il enseigne en Côte d'Ivoire. Il pourra nous parler un peu de leur rigolite, qui est pratiquement différent de ce que nous vivons. Donc, les techniques également pour cartographier ces rigolites et comprendre la dispersion seront également différentes. Nous avons la lithologie qui va influencer les structures. Par exemple, lorsque vous êtes dans une zone faillée, les eaux vont facilement détruire la roche, alors que lorsque vous êtes dans une zone compacte, l'altération sera moins importante, la minéralogie également. Forme de terrain et le temps que cela a pris pour évoluer impactera également sur votre rigolite. Et en termes d'altération, on aura une altération physique et une altération chimique, bien sûr aussi une altération biologique, c'est-à-dire avec la bioturbation, avec les termites. Tous ces facteurs influenceront sur le comportement du rigolite ou du profil du rigolite de votre terrain. Donc, ce sont des facteurs qu'il faut vraiment avoir en tête et considérer lorsque nous allons interpréter. Mais également aussi la minéralogie. La minéralogie sera importante parce que si vous avez des roches qui sont riches en plagioclaste, ici, c'est pratiquement un modèle d'évolution des minéraux dans un terrain humide avec des roches riches en plagioclaste, feldspath, moscovite peuvent évoluer en smectite, c'est-à-dire en argile, kaolinite et gypsite. Alors que, par exemple, si vous avez l'olivine, les pyroxènes, et vous savez généralement que ces minéraux sont également spécifiques à différentes roches, donc ils vont également aussi évoluer de manière différente. Et la minéralogie du rigolif est importante, même lorsque nous allons cartographier, ce sera important de savoir si nous sommes dans un terrain riche en fer basaltique, qu'est-ce que nous aurons, en roche basaltique, qu'est-ce que nous aurons comme minéralogie et comment vont se comporter les éléments majeurs et les éléments en trace. Parce que, par exemple, si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de smectites, les smectites auront tendance, avec la charge ionique, à retenir certains éléments, alors que lorsque vous êtes dans une zone où nous avons d'autres éléments comme le fer oxydé, l'hématite et autres, ils vont se comporter également de manière différente. Donc, la minéralogie du rigolite également va conditionner la mobilité des éléments, que ce soit leur comportement physique et leur comportement chimique. Donc, vous voyez qu'il nous faut vraiment des préalables pour pouvoir... donc, il nous faut très bien comprendre le rigolite, mais également comprendre comment est-ce que les substitutions, comme je l'avais dit au départ, comment est-ce que les substitutions peuvent intervenir avec différents minéraux.
Alors ici, c'est juste quelques exemples d'un profil régolithique. Ceci ne s'applique pas partout, mais c'est un modèle pratiquement qui peut résumer le profil régolithique, comment il se comporte. Nous avons la partie latéritique qui généralement se retrouve au sommet, juste en dessous de la partie sol proprement dit, la partie latéritique, où nous avons des ferricrêtes, nous avons des diricrusts, des roches latéritiques, généralement très développées dans les milieux tropicaux, humides, mais également aussi dans les milieux arides. Nous avons la partie zonée tachetée qu'on appelle model zone. Et ensuite, nous aurons une partie plus argileuse avant de passer pratiquement à la partie de la saprolite où on remarque que la roche elle est détruite, mais on voit quelques reliques de la foliation et on passera dans la saproque pour pratiquement arriver dans la roche fraîche. Et ce profil n'est pas uniforme partout et elle est également tributaire aux roches. Donc, lorsque vous avez des roches basaltiques, vous aurez un profil pratiquement qui sera de tendance différente à celle qu'on aura lorsque nous sommes dans des roches felsiques, porphyriques, et lorsque nous sommes dans des roches ultramafiques également. Et autre chose, j'aimerais m'atteler un peu ici, parce que avec l'expérience que nous avons eue avec différents... à chaque fois que nous sommes sur terrain, on a toujours tendance à croire que le relief que nous voyons, ou si nous sommes sur une colline, le sol que nous retrouvons sur cette colline proviendrait, en fait, la notion de relief inversé n'est pas très ancrée dans notre esprit généralement. Or, regardez cette tendance ici. Nous avons une roche ou un relief avec un sol latéritique qui commence à se former. Ce sol latéritique fait en sorte que lorsque nous avons de l'érosion dans la zone, l'érosion amène ces latérites dans le bassin dans la vallée. Et ce qui fait que cette zone devient endurée à cause de la latérite et la zone d'érosion devient fragile. D'où, lorsque nous avons le relief qui évolue, cette vallée, au départ, devient une colline. Et peut-être que nous sommes en train de cartographier. Et ces exemples sont légion. Ce qui fait que lorsqu'on est sur le terrain, il ne faudrait pas directement penser que cette colline a toujours existé de la même manière. Donc, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Yann, nous avons quelques questions. On va passer la parole à Phil Smith, qui a soulevé la main. Oui, en fait, je voulais passer Esther parce que son micro ne fonctionnait pas, mais elle est en ligne, elle peut parler. Esther. OK. Esther, tu peux poser la question? OK, ça va. On peut continuer. Monsieur Yann, on peut continuer. OK, merci. Donc, ce qui fait qu'il est important d'avoir la notion de relief inversé à chaque fois que nous sommes sur terrain et nous interprétons et avant d'interpréter nos régolithes. Je pense qu'on a eu assez d'éléments. Alors, on va essayer de faire un petit exercice ensemble. J'ai eu à mettre un lien dans le chat. J'espère que tout le monde est en train de le voir. Alors, la question ici, c'est que ici, nous sommes sur un profil régolithique qui montre par rapport à cette carte qu'on a eu à interpréter. Alors, ma question serait, pour tous les participants qui sont là, essayez si c'est un terrain dans lequel vous êtes en train de travailler et que
vous devez prendre une décision. Quelle serait votre cible majeure, en fait? Par quoi vous allez commencer? Veuillez juste cliquer sur le lien et voter, quoi. J'aurai en temps réel vos réponses. Je ne sais pas si tout le monde m'a compris, en fait. Veuillez répéter. En fait, cet exercice consiste à choisir juste une cible. Si vous êtes le géologue en charge du projet, par où allez-vous commencer? Ici, nous voyons pratiquement les différents rigolites, c'est-à-dire, si vous voyez cette couleur ici, elle est là. Ici, nous sommes dans du résiduel sur une colline, alors qu'ici, nous sommes dans du résiduel sur... Et ici, une colline élevée, alors qu'ici, nous sommes dans du résiduel sur un plateau. Et le vert, c'est l'érosionnel. Et celui-ci également, c'est du résiduel sur une plaine. Donc, les couleurs qui sont là traduisent pratiquement là où, en 3 dimensions, là où elles se trouveraient. Et si une ou 2 personnes peuvent allumer leur micro et dire qu'est-ce qu'ils choisiraient, quoi. Parmi les participants, si une ou 2 personnes peuvent allumer leur micro. Vous pouvez peut-être juste soulever la main. Et puis, on demande les liens. Le lien. Les liens se trouvent juste dans... Les liens venaient d'être envoyés dans le chat. Vous cliquez sur les liens dans le chat et puis vous choisissez où vous pourrez commencer. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Si vous êtes géologue. Explo, quel endroit vous pouvez aller faire vos travaux d'exploration en premier lieu, en priorité? Je peux avoir 1 ou 2 personnes qui peuvent juste donner leur avis. Vous pouvez juste allumer votre... La case 1. Ah, pour vous, c'est la case 1. Et pourquoi? Vous pourriez juste donner en 2 mots. Parce que elle ensemble presque tous les différentes sortes de reliefs qui peuvent être identifiables dans la zone. OK. Il y a les résiduels au fond, il y a aussi de montagnes. Alors, je pense que là-bas serait la bonne place, parce qu'en commençant un peu vers le nord-est de la zone numéro 1, il y a le bas-fond. S'il y aurait érosion, ça viendrait de sud-ouest. Alors, on pourrait voir et tracer une minéralisation d'où elle venait, si on trouverait les anomalies vers le nord-est. OK. Quelqu'un d'autre avec un... Alors, merci. Comme résultat, nous avons 67% des personnes qui ont participé à cet exercice ont préféré les 2. Et seuls 33% des personnes qui ont participé à l'exercice ont préféré le 1. Donc, tout le monde a rejeté pratiquement cette partie. OK. Merci. On va évoluer et on va revenir juste après pour parler sur la réalité du terrain. Alors, comment cartographier le rigolith? Ça serait également une question
importante parce qu'on a parlé de l'importance du rigolith, on a parlé de comment est-ce que cela impacte nos résultats, mais comment le cartographier. Il existe plusieurs schémas des personnes qui développent comment cartographier le rigolith. Celui-ci est développé pratiquement, il y a différentes approches. Il y a le WAXI qui commence par l'évaluation de terrain et ensuite on va évaluer avec la télédétection qui peut couvrir une image, une zone plus large et ensuite mettre une dépendance excessive de l'imagerie optique. En fait. Et lorsqu'on évalue cette approche, 70 à 80%, elle est correcte lorsque par après, on évalue également le rigolith sur terrain. Mais nous avons également Anand et Peng qui ont développé un schéma aussi plus complexe pour pouvoir cartographier et évaluer le rigolith sur terrain. Alors, dans tout ça, nous avons des outils. Tous ces schémas utilisent ces différents outils. Pour avoir une carte rigolithique robuste, cela dépendra de votre budget, de la zone dans laquelle vous êtes en train de travailler, s'il y a une forte couverture ou pas, des différents détails que vous allez recueillir sur terrain. Mais il y a également aussi quelques outils comme les images Landsat 7, 8 ou TM, Sentinel, qui sont des images gratuites que vous pouvez télécharger dans le site de USGS Earth Explorer. Il y a des images SRTM que vous pouvez télécharger et utiliser. Il y a des images Sentinel également qui sont des images LADAR et qui donnent la 3 dimensions, importante également pour pouvoir faire des cartes rigolithes. Par exemple, ici, nous avons une image Landsat TM qui, en combinant ou en faisant des ratios des différentes images, des différentes bandes, on arrive pratiquement à ressortir les zones où nous avons beaucoup plus d'argile, où nous avons beaucoup plus des oxydes de fer et des zones où nous avons beaucoup plus de végétation. Et cela est pratiquement pratique lorsqu'on n'a pas assez de moyens. On peut commencer d'abord par ces images. Et ici, ça nous permet pratiquement, après interprétation, on voit que les collisions donnent cette couleur de vert, olive, bleu. Les couleurs ici ne seront pas identiques dans chaque coup, mais ça sera à chaque fois, lorsque vous allez faire une interprétation, de pouvoir ressortir ces zones. Mais à chaque fois, il est toujours important de pouvoir travailler en 3 dimensions. Il y a encore quelque chose qui est là-dessus. Vous arrivez à voir mon écran? Oui, nous voyons l'écran. Je peux peut-être profiter pour annoncer que la vidéo est enregistrée en ce moment. On pourra toujours la partager dans nos plateformes INEX, les websites ou encore la plateforme YouTube. Vous n'avez pas besoin de l'enregistrer. Alors, il est toujours important lorsque vous interprétez des images Landsat de pouvoir travailler en 3 dimensions. Par exemple, ici, c'est une image Landsat qui, lorsqu'on le voit en 2 dimensions, ça ne ressort pas vraiment les différentes caractéristiques de la zone, alors que lorsque nous les mettons en 3 dimensions, nous voyons que le mauve vif reste sur les collines et les mauves pâles, pratiquement, c'est sur les pentes, donc probablement un régime érosionnel, alors que le vert, il reste dans les lits des rivières, donc probablement un régime dépositionnel. Donc, c'est très important, toujours interpréter les rigoliths en 3 dimensions. Ça, c'est
ça c'est vraiment une étape cruciale pour l'interprétation du rigolith. Nous avons également, le plus souvent et les plus utilisés sont la géophysique aéroportée avec la radiométrie. La radiométrie donne une bonne évaluation du rigolith, mais également aussi de la géologie, où nous avons le potassium, l'uranium et le thorium. Oui? Monsieur Yann, Oui. je crois qu'il y a certaines demandes des gens qui pensent qu'on devrait essayer de revenir un peu sur les rigoliths. C'est comme s'ils n'ont pas bien capté c'est quoi les rigoliths. Alors, ils aimeraient appréhender un peu avant d'arriver dans l'interprétation. C'est comme si ils sont un peu perdus. Non, je pense qu'ils sont en retard. Ils n'étaient pas là au début. En fait, de manière plus simple, le rigolith, c'est toute la partie qui est comprise entre la roche fraîche. Donc, dès que vous quittez la roche fraîche, vous commencez une altération supergène. C'est en ce moment que vous commencez le rigolith. Et elle va se terminer avant l'air, lorsque nous sommes dans l'air libre. Parce que même les plantes, on les intègre dans les rigoliths. Parce que les plantes également peuvent agir comme une altération de bioturbation et peuvent contenir certains éléments. Donc, c'est vraiment après la roche fraîche, la partie qui est après la roche fraîche et l'air libre. C'est ça le rigolith. Et c'est dans cette zone que nous appliquons nos différentes méthodes d'exploration. Le sol, en fait, c'est la partie qui est directement au contact avec le géologue généralement. Il existe des zones où nous avons très peu d'affleurement parce que le rigolith est épais, la couverture du sol est épaisse. Donc, c'est pratiquement ça le rigolith. Alors, nous avons différentes façons de le cartographier. Nous avons les images Landsat que j'ai eu à présenter. Et c'est ce que nous avons eu à faire également lorsque nous avons interprété la petite carte que nous allons utiliser dans la région de Madimba. Nous avons les images aéroportées qui généralement sont plus coûteuses parce que, en fait, la différence entre saprolite et rigolith, la saprolite est comprise dans le rigolith. Donc, c'est une partie, c'est une composante du rigolith. Le sol et tous les horizons du sol, le sol A, le sol O, le sol B, le sol, tous ces horizons sont également incorporés dans les rigoliths. Voilà. Alors, lorsque nous utilisons les images radiométriques, nous utilisons pratiquement 3 éléments. Nous avons le potassium, l'uranium et le thorium. Et nous allons interpréter les rigoliths en fonction de leur mobilité. Par exemple, le thorium, il est très peu mobile parmi les 3. C'est le moins mobile. Donc, le thorium, généralement, on va le retrouver dans les zones résiduelles. Par exemple, ici, nous avons un sol qui est résiduel et parce que le thorium a la capacité de s'incorporer facilement dans les oxydes de fer qui généralement sont résiduels. Donc, nous allons généralement trouver, lorsque nous allons faire notre cartographie de rigolith, par exemple ici, vous voyez que nous avons interprété un sol qui est résiduel. Tandis que le potassium, il est mobile, mais pas assez par rapport à l'uranium. L'uranium est plus mobile. D'où nous allons retrouver généralement l'uranium dans les régimes dépositionnels, comme les colluvions. Par exemple, dans cette zone ici, si vous regardez, ça c'est pratiquement un bassin qui est en train de drainer toutes les rivières de la zone. Et le potassium, il est généralement dans les régimes érosifs, donc peu mobile par rapport à l'uranium. Et nous allons utiliser ces 3 aspects, bien sûr incluant également le mélange, parce que vous pouvez avoir une zone où vous avez le thorium et l'uranium, ou le thorium, l'uranium, le potassium, et ainsi de suite.
on va les utiliser pour pouvoir mapper et produire des cartes de rigolite. Alors, il existe aussi plusieurs systèmes de classification de rigolite. Par exemple, comment est-ce qu'on va appeler un sol qui est proximal, c'est-à-dire qui a bougé, mais qui n'a pas bougé assez? Comment on va appeler un sol qui est résiduel, mais qui est sur une colline? Comment on va appeler un sol qui est résiduel, mais qui est sur une plaine? Vous voyez tous ces aspects. Alors, nous avons plusieurs schémas de classification développés par différents auteurs, dont actuellement le plus utilisé, le plus répandu, c'est le FRED, qui veut dire ferrugineuse, résiduelle, érosionnelle, dépositionnelle. Donc, c'est le FRED. Et dans ce FRED, on a également un FRED simple, c'est-à-dire tout ce qui est ferrugineux, peu importe là où il se trouve sur le relief, on l'appelle ferrugineux. Tout ce qui est résiduel, peu importe là où il se trouve, on l'appelle résiduel. Alors qu'à un certain moment, on développe également de FRED améliorés ou de FRED détaillés, c'est-à-dire résiduel proximal, résiduel distal, résiduel sur les collines, sur les plaines, ce qui fera autant de détails qu'il faudra avoir lorsque nous allons pratiquement faire notre schéma de rigolite. Par exemple, ici, nous avons, si on pouvait simplement caractériser, par exemple, ici, on ne parlerait que de ferrugineux. On s'arrête là, comme FRED simple. Mais si on veut aller dans le FRED détaillé, on parlera ici de ferrugineux. Ici, on parlera de ferrugineux, mais sur une pente. Donc, il va être appelé différemment. On va appeler ferricrête slope. Donc, ferrugineux sur une pente. Et à chaque fois qu'il se retrouvera proche ou loin de la zone probablement qu'on pense qui s'est formée, il sera également appelé différemment. Et c'est ce qu'on appelle le FRED détaillé. Nous avons également pour le régime résiduel, on peut avoir un résiduel simple ou un résiduel détaillé, c'est-à-dire résiduel sur une colline, sur les plateaux, sur les pentes, sur les vallées. Alors, parfois, les gens se demanderont, mais pourquoi il faut avoir, pourquoi ne pas simplement avoir un FRED simple, c'est-à-dire un FRED avec ferrugineux, résiduel, érosionnel simplement. Comme ça, on va faciliter la cartographie parce que plus on complique, plus ça devient difficile parfois à comprendre. Alors, pour ce fait, nous allons faire ce deuxième exercice. Ce deuxième exercice, nous avons deux zones que nous allons vous proposer. Toujours en tant que, si vous êtes responsable du projet, quel serait votre choix? Nous avons une anomalie ici qui est très bien définie et les deux zones sont dans du sol résiduel. Donc, nous avons un résiduel, mais à différentes échelles. Donc, résiduel simple. Si c'est un résiduel simple, on mettrait les deux zones dans du résiduel. Si c'est un résiduel composé, on mettrait ici résiduel sur une plaine, tandis qu'ici, on mettra résiduel sur une colline et ici, sur pratiquement un plateau et ici, sur une colline. J'ai mis le lien dans le chat. Si nous pouvons faire également l'exercice. Et j'aimerais avoir deux personnes ici pour me dire qu'est-ce qu'eux choisiraient. Ouais. Les deux zones sont encerclées en rouge. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi, les deux zones sont en rouge. En rouge, il y a zone 1, zone 2. Et puis, on demande à ce que vous choisissiez la zone beaucoup plus
potentiel par rapport aux deux. Vous pouvez voir dans les deux zones, il y a même des anomalies sol déjà définies. Les valeurs les plus élevées sont en pink, mauve, je crois, c'est ça. En rose. Ouais. En rose. En rose. Alors, on choisit la zone la plus potentielle entre les deux où on aimerait investir. Alors, allez juste dans le chat, le lien a été envoyé, vous choisissez. On peut avoir une ou deux personnes qui peuvent commenter là-dessus, s'il vous plaît. Patient? Monsieur, ça va? On attend ta Tu m'as réponse. appelé. Oui. Alors? Tu veux Oui, que j'attends ta réponse. C'est moi? Ouais, si tu dois investir de ton argent, tu irais où? En tout cas, je suis en train de faire l'office d'exploration manager. Ouais. Tu as du sol résiduel, tu as des anomalies, tu choisirais lesquelles zones. Mais pourquoi? En me basant sur la théorie dite avant, la deuxième zone, toutes les deux zones, bien sûr, sont de zones résiduelles, de sol résiduel. Yeah. Alors, pour la première, la zone 2, bon, je l'appelle à tort première zone, puisqu'il est au-dessus. Quelqu'un qui ne connaît pas trop de la géologie, il peut y aller plus là-bas, puisqu'il y aurait de l'or, si c'est de l'or qu'on parle, ce serait de l'or libre. Après altération de filons, de quartz et autres, on a de très bons échantillons avec des résultats, avec des grands pics comme ça. Et par rapport à l'autre, à la zone numéro 1, on dirait qu'il n'y a rien. Mais si on y va un peu plus en fonction de ce qu'on a dit avant, on peut avoir de l'or qui serait du genre disséminé. Alors, l'anomalie en surface ne sera pas un peu plus solide, bon, plus visible que la zone 2. Oui, mais où est-ce que tu iras? C'est ça la question. Ça, c'est en théorie, mais en pratique, tu iras où? En pratique, je n'irai pas dans une zone à système de filons, système filonnier de quartz, non. Connaissant la géologie, en fait, et la géologie minière, j'irai là où l'or est disséminé, où l'anomalie n'est pas aussi très forte comme ça. OK. Donc, c'est que tu prends la zone 1. Ouais. La zone 1. On peut avoir quelqu'un d'autre? Patient a pris la zone 1. En fait, les gens on ne veut pas réagir puisqu'au premier exercice, il n'a rien dit. Les gens ont choisi, ils ont voté. On espérait que tu allais dire un mot. Oui, oui, on va y revenir. On va y revenir, en fait. Je peux ajouter quelque chose? Oui, oui, oui. Oui. Je peux? Oui, oui. Albert? C'est nous d'ailleurs. Oui, c'est Albert. À la question que vous avez posée, ce que Patient a dit avant, ça peut être vrai, mais pas seulement les filons de quartz. Je pense Yann, en expliquant, il a bien dit. Si nous avons des sols résiduels, il y a plusieurs types de sols résiduels. C'est possible qu'avec des pics comme ça dans les sols, que ce soit des veines de quartz, soit un sol contaminé. Sur ce, il faut aller dans les sols parce que vous ne pouvez jamais trouver un déposit dans les sols, non. Mais vous pouvez aller dans les sols, même si l'eau n'a pas assez de pics, mais qui soit continu. Le cas de la zone 1, malheureusement qu'il n'y a pas de topographie pour qu'on voit quelle est la zone la plus élevée, qu'est-ce qui se passe là-bas. La zone 1 est sur la plaine. Oui. La zone 1 est sur la plaine, raison pour laquelle nous avons le RP3 sur la plaine. OK. Et zone 2, RP2, c'est quoi? Sur une colline. Sur une colline. Plateau. Mais regardez entre les deux, là, apparemment, il y a je ne sais pas, une vallée, c'est une rivière qui passe là. Ça se voit que c'est la zone
qui peut être intéressante, il peut vous donner, tout dépend du type de gisement que vous cherchez. Si vous cherchez un grand gisement, mieux vaut, comme c'est les sols, revenir sur la zone 1. Avec la zone D, les pics que nous trouvons là, dans les sols, ça donne les réflexes d'abord que probablement c'est un sol contaminé ou bien il y a des veines quelque part. Mais ici, c'est l'eau, c'est continu et c'est possible que vous puissiez trouver quelque chose de grand qui peut être intéressant pour quelqu'un. Donc, si c'est votre argent, vous allez le mettre que sur la zone... La zone 1, parce que Ouais. zone 2, je pense déjà avec les pics comme ça, je dis ça peut être contaminé. Bon, Ou bien ce sont des veines de quartz. Moi, je crois que dans le contexte actuel, les données, il y a IQ si on pense que les données sont correctes. Il n'y a pas de contamination. Et ça montre un trend pratiquement continu. Donc, ce trend-là est supporté également par la structurale. Yann? Oui. Oui, je pense que dans ces contextes, c'est vrai qu'on a la première zone et la deuxième zone. Et en termes d'anomalie, et si on doit supposer que l'équilibre ici a été fait et que cela s'avère que tout est correct, mais je pense à première vue, au terme de tout ce qu'on observe comme anomalie, que quand personnellement je pourrais aller d'abord dans la zone D, je m'investis et essayer de caractériser la source de tout ce que j'observe comme anomalie. Et s'il s'avère que c'est contaminé, je m'ouvrirai à un autre site. Mais à vue, première vue, je pense que la zone D serait beaucoup plus attirante si tout ce qu'on a comme résultat et que l'équipe ici a réellement prouvé que tout est correct. Ouais. Oui, Jeanne, pour ajouter encore, comme il a dit là, comme on confirme que l'équipe montre que non, c'est bien tout ça, mais il faut voir, comme je l'ai dit au départ, nous sommes dans quel terrain. Est-ce que nous ne sommes pas dans des séries renversées, tout ça qui a fait que la zone soit comme ça? Donc, il faut bien étudier les terrains. Comme vous dites, les problèmes des rigolifs, il faut voir là-bas comment est les rigolifs, qu'est-ce qui s'est passé là, c'est ce qui va nous aider à voir si réellement c'est intéressant ou pas. Parce que toute anomalie qui donne les pics n'est pas nécessairement intéressante. Surtout que c'est les sols. Et je l'ai dit au départ, vous ne pouvez pas trouver un dépôt dans les sols, non. Mais, si on rate là-bas, si on étudie, comme vous l'avez dit aussi au début, on voit les régolifs qui est là, on comprend le terrain est normal, il n'est pas renversé, il n'y a pas eu ceci ou cela. Oui, on dit zone de potentiel. Mais si on étudie tout ça, ça confirme que peut-être le terrain est renversé, qu'il y a ceci ou cela. Bon, je pense que ce sont les travaux de recherche. Il faut reculer un peu après, aller voir un sol en général, que ce soit dans les cuivres ou dans l'or, qui te donne les low grades de teneur faible mais très continu, il est pratiquement intéressant. C'est le premier réflexe. Mais quand il donne des pics, la première chose, si vous voyez par exemple un cours de Phil Allen, qui est un géochimiste de Anglo Gold Ashanti, il vous dit quand vous avez des pics, première chose est de rentrer sur les points de sol là, commencer à les creuser pour voir. Si vous trouvez des morceaux de quartz à l'intérieur, le premier réflexe que probablement il y a des veines de quartz qui passent là-bas. Et vous étudiez aussi. Il n'y a pas eu d'ancienne d'exploitation là-bas, il n'y a pas eu ceci et comment est les rigolifs. Donc voilà, c'est ça. Ok, merci en tout cas pour votre intervention. On revient. Alors, on revient. On va peut-être évoluer. Ouais. Alors, ce que j'étais en train de dire au départ par rapport au Fred, que le Fred simplifié, c'est-à-dire ici, si on avait fait un Fred simplifié, on allait juste mettre fait résiduel partout et on n'allait pas voir la différence entre le signal qui ressort dans le résiduel. En ce moment-là, on allait pratiquement prioriser celui qui a le fort signal. Alors que lorsqu'on fait un Fred détaillé, c'est vrai qu'il est plus long, plus détaillé et il prend beaucoup plus de temps, mais il nous permet de ressortir pratiquement toutes les informations. Alors, pour le cas de ces gisements, nous avons le 2 qui était ici et le 1
en tout cas, en termes de choix, j'ai vu que tout le monde, les résultats du sondage a été 50-50. Donc, on sent que les gens commencent à intérioriser la notion de rigolite. Et ça, c'est une bonne chose. Ces gisements, le premier ici, c'est dans du résiduel, le RP2, et ces résiduels montrent un épais assez élevé en termes, en fait, montre une épaisseur élevée en termes de sol. Le sol réside, le sol, la roche, elle est là, et le sol qui provient de cette roche est plus épais. Ce qui fait dire que plus l'épaisseur de la roche est grande, plus la dispersion également sera grande. Ça, c'est un fait. Et nous avons le deuxième ici. Et dans ce sol, on a trouvé, et dans ce gisement, on a trouvé moins de 3 millions d'onces en termes d'or, tandis que c'est celui-ci, comme il est sur une plaine, il est presque en surface, la roche. Donc, la dispersion, elle est faible vu que l'altération de la roche est également faible. Et dans cette zone, on a trouvé 13 millions d'onces. Voilà, ce qui signifie que c'est le 1 qui est intéressant. Oui, mais voilà. C'était pas évident. C'était pas évident si on n'avait pas fait de rigolite, si on n'avait pas minutieusement étudié la zone. Ouais, donc c'est très important d'avoir en tête la notion de dispersion, parce qu'ici, on fait intervenir la notion de dispersion. Comme on l'avait dit au départ, la notion de dispersion va intervenir. La notion de rigolite, l'importance du rigolite est démontrée pratiquement dans ce gisement. Et à chaque fois que vous allez commencer à faire un sol, toujours intégrer l'interprétation de rigolite avant. Et le traitement se fera également de manière différente dans différents rigolites. Alors ici, c'est un autre exemple des sols qui sont généralement... regardez cette image. Il y a eu un sol régional qui a été fait avec le sampling de 1 km 200, pratiquement ici. Et dans ce sol régional, nous avons eu que quelques points. Lorsque BHP Billiton a travaillé dans cette zone, il ne s'est pas trop intéressé ici parce que les points étaient insignifiants. Ils ont eu à faire également des sols détaillés. Et cela n'a pas montré grand-chose. Mais lorsqu'on a interprété le rigolite dans la zone et on a intégré tous ces aspects, cela nous a amené à 6 millions d'onces en termes de découverte. Donc, comme conclusion, pour cette partie, il est important d'intégrer les notions de rigolite, savoir quel type de terrain dans lequel nous sommes en train de travailler en 2 dimensions et en 3 dimensions, intégrer les facteurs des rigolites, c'est très important. Cela va pratiquement, sera comme le conducteur de tout ce que nous allons faire par la suite. Donc, il est important d'intégrer les notions de rigolite lorsque nous voulons faire une campagne de sol. Choisir également le mécanisme par lequel on va interpréter, intégrer votre budget, tenir compte de la notion de couverture. Alors ici, c'est l'exemple de la carte que nous avons eu interprétée avec un FRED, avec le FRED non détaillé de la région dans laquelle nous allons travailler pour le sol à Bambakilende lorsque nous allons faire la pratique. J'espère qu'on aura également le temps de discuter ensemble sur comment on a abouti sur cette carte. J'espère que cela n'a pas été aussi long parce que généralement, lorsqu'on accumule beaucoup de choses, certains risquent de tomber en chemin. OK, merci, M. Yann. Nous avons quelques questions dans le chat. Alors, je vais vous demander peut-être de les lire. Pendant ce temps-là, nous avons le professeur Zie Ouattara, professeur à l'Université d'Iman en Côte d'Ivoire.
qui va essayer de nous partager son expérience sur les régolithes en Afrique de l'Ouest. Professeur, vous pouvez allumer votre micro. Merci Trézen, merci à Yann, merci à tous de votre participation. Confirmez-moi que le son c'est bon, vous m'entendez, ça va? Oui, très bien. Vous montez un tout petit peu. C'est très bien. D'accord, merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord, avant de commencer, m'excuser du léger retard. C'est le 7 août, donc c'est l'indépendance, il y a un petit défilé, bon, des prises d'armes, donc il fallait qu'on y soit. Mais bon, c'est bon, on a pris ça un peu de coup. Vraiment, j'ai pris dans la formation en cours, mais ce que j'ai vu, c'est intensement intéressant et j'ai vu des échanges qui sont à un certain degré d'interprétation également associés. Donc, je voudrais féliciter chacun et chacune de votre franchise et puis de votre implication. Il faut dire que j'ai eu la chance de travailler sur le gisement de Boné-Kourou en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fait l'exploration, je suis arrivé quand la mine était ça a été découvert, donc je suis venu pendant la production, mais je suis avec la Near Mine Exploration. Mais il y a eu dans l'historique de la découverte du gisement, je pense que l'étude des profils régolithiques et de la géochimie ont été capitales parce que c'est juste ces deux-là qui ont permis de construire le prospect et après les forages ont permis de limiter, de définir les zones de low bodies, etc. Ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, dans l'exploration, c'est tellement capital, tellement important que cette formation vraiment a sa raison d'être. Et donc, je voudrais féliciter d'abord les organisateurs et ceux qui ont pris part. J'ai vu qu'il a rappelé beaucoup de choses. D'abord, dans la formation du profil d'atterrissage, un certain nombre de choses, je ne peux pas revenir sur tout, mais j'ai vu juste dans le chat, il y a quelques petites questions qui tournent. Je vais me proposer, si c'est possible, de juste lancer quelques petites idées. Bon, je suis que c'est déjà dans la présentation, comme je n'ai pas tout suivi, et je vais essayer de revenir rapidement là-dessus. J'espère que ce sera accepté également. Alors donc, comme il a dit, c'est important pour nous, puisqu'à in fine, avec le régolithe, on permet d'avoir des profils. Donc, on va savoir là où la roche de base, c'est-à-dire le niveau érosionnel est situé, là où on a qu'on appelle le niveau de dépôt et on a le niveau cuirassique mais érosionnel également qu'on peut également mentionner, mais on peut également voir le niveau de dépôt. Donc, les reliques, donc le régime relique donc de cuirassique, le régime érosionnel et le régime de dépôt. Une fois on a identifié cela dans nos différents prospects, dans nos différentes zones, par exemple, on ne sera pas étonné qu'une certaine teneur qui soit associée, qu'on ne puisse pas l'expliquer. Je pense que tout à l'heure, pour ceux qui ont identifié des zones, certains ont dit, OK, je préfère cette zone parce que soit il y a des veines de quartz ou bien je ne veux pas des veines de quartz. Mais en regardant, en délimitant les différents régimes des régolithes déjà sur le terrain, ça nous permet, s'il y a des teneurs ou bien s'il y a des bonnes zones associées, de trouver l'origine, l'explication et de voir si ça cadre avec ce que l'entreprise recherche ou pas. Et je pense que c'est très intéressant. Et donc, si on voit des informations d'un régime de dépôt, évidemment, on ne va pas perdre assez de temps dans le régime de dépôt, puisqu'on sait qu'il faut peut-être rechercher ou remonter dans le régime cuirassique où il y aura d'érosion pour comprendre, puisque le dépôt, étant une zone de dépôt, on a réussi un certain nombre de choses venant d'ailleurs. Donc, je pense donc, la délimitation de ces différents types de régimes de régolithes, déjà, c'est énorme et c'est capital et ça permet d'aller un peu plus vite. Et j'ai vu qu'il a rappelé beaucoup de choses. Et donc, je voudrais juste m'arrêter à ce niveau. Et surtout, il y a une question concernant la différence entre les régolithes et puis, je pense que ça, c'est la latérite. Je crois avoir vu une question dans ce sens-là. Mais je pense que dans la subdivision même du mot régolithe, si on veut aller à un certain degré, je pense qu'on a une base qui est nettement liée à la saprolite et à la pédolite. Donc, la zone, l'horizon saprolitique et l'horizon ou le sol pédologique. Alors, donc, si on fouille dans l'horizon pédologique, normalement, on doit avoir une zone qu'on appelle la zone de latérite. Donc, que ce soit gravelleuse ou bien la latérite du recresse ou la latérite gravel.
Donc, je pense que c'est un détail, en fait, de la zone régolithique. Mais comme il a pu le dire, il a dit que la régolite, c'est depuis la roche saine jusqu'à tout ce qu'on a au-dessus. Donc, du coup, c'est une infime partie de l'horizon régolithique. Et je pense que si ça peut être compris comme ça serait intéressant pour nous. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions particulières, mais c'est petit, vraiment, je suis très ravi de suivre. C'est vrai que je n'interviens pas beaucoup dû à l'indépendance. Il y a un certain nombre d'activités autour, mais je partage entièrement ce que vous faites et surtout la fait d'accord avec la qualité de la présentation des explications qui sont en train d'être données par toute l'équipe là-bas. Je voudrais vous remercier. Merci. Okay, merci, docteur. Nous avons quelques questions. Je ne sais pas si Yann ou vous, l'un de vous va essayer de répondre. Alors, il y a une question où quelqu'un demande un éclaircissement sur le facteur climat au comportement des éléments chimiques lors de l'altération, par exemple, de la silice. Oui. Pardon, Professeur? Oui, la question, je suis en train d'augmenter le volume. Alors, c'est la dernière question qui est là. Oui, vous pouvez commencer par la dernière. Non, je veux dire la question, je veux la comprendre. La question, c'est, ou bien vous pouvez relire calmement, comme je n'ai pas ça devant moi. Ah, OK. Je vais lire la question. Merci. Je commence par la dernière question pour aller en ordre. Quand est-ce qu'on peut prendre les paysages pour un élément primordial dans la prospection des régolithes, surtout lorsqu'on a une forte densité végétale? Professeur Yann, on commence par Alors, non, mais en fait, OK. Je pense que si on a une forte densité végétale, c'est de maîtriser déjà son environnement. Si c'est une forêt dont on n'a pas encore eu d'activité à l'intérieur de cette forêt, je pense que il y a une approche qui sera différente. C'est une forêt qui avait été, par exemple, une zone de dépôt et qui, plus tard, le changement a fait que c'est devenu une zone de dépôt et que la forêt a pris naissance. Donc l'histoire de ces zones. Donc, juste, si on fait un petit puits, on pourra voir les différents horizons qui vont se suivre. Ça va donner des indications. Donc, je veux dire, ici, c'est une forêt qui a déjà été, qui est venue à la suite d'activités, ou bien une forêt vierge qu'on a trouvée dans laquelle on n'a pas eu d'activité précédente, ce ne sera pas la même manière d'être prise en considération. Et donc, mais les régimes régolithiques, dont on a parlé, par exemple, dans le régime de cuirasse, par exemple, vous allez voir que si le cuirassement est intense à un certain niveau, ce sera compliqué d'avoir la forêt dont vous parlez, mais c'est des décrits. Donc, si on a des plateaux, si on a des plaines, si on a vraiment, il faut essayer de lier à cette notion de régolithe tout ce qu'il y a après, comme la géomorphologie, pour bien cibler l'environnement dans lequel on se situe. En fait, c'est ce que je voudrais déjà annoncer. Je ne sais pas si il y a des éléments à ajouter. OK. Je crois s'il n'y a pas d'éléments à ajouter. Yann, ou je vais passer à la deuxième question. Oui, on peut passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question est celle de savoir si les fonds géochimiques d'un élément dans la zone régolithique peut être différent de celui dans les bedrocks. Oui, ça arrive communément. Parce que dans la zone régolithique, comme j'ai dit, quand on fait la cartographie, ça a été rappelé dans la présentation, quand on fait la cartographie, à la fin, on a des zones de régime. Donc, on a les zones cuirassées, on a le régime érosionnel, on a le régime de dépôt qu'on identifie sur notre prospect ou bien dans notre parcelle où on travaille. Alors, évidemment, si on a pu identifier ces différentes zones, c'est que ces différentes zones ont certains comportements avec la distribution ou bien la teneur des différents éléments qui peut être différente. Donc, dans la zone dépositionnelle, on peut avoir un certain nombre de pics, mais on va, comme c'était cartographié comme dans une zone de dépôt, on va comprendre que peut-être l'élément est venu d'ailleurs. Mais si on est dans une zone de cuirasse, par exemple, qu'on a un élément, comme il a dit tout à l'heure, il faut creuser pour voir si, quand on voit une bonne teneur quelque part, il faut creuser pour voir est-ce que le régime qui est en bas, est-ce que c'est une zone de relief, donc de cuirassement, ou c'est une zone érosionnelle. Alors, si c'est dans une zone de cuirasse, par exemple, qu'on a vu dans la cuirasse, il y a une bonne teneur, et qu'on continue, on voit qu'en dessous, la roche qui s'est altérée pour donner ce profil régolithique est la même roche,
il peut ne pas avoir de changement. Mais si on est dans une zone de dépôt, c'est normal qu'il peut y avoir un changement entre ce qu'on a entre la roche en bas et ce qu'il y a au-dessus, puisque même il n'y a pas de relation, puisque souvent on peut avoir une roche felsique, mais si c'est dans une zone de dépôt, par exemple, au flanc d'une vallée, si c'est dans une zone de dépôt, par exemple, on va voir le dépôt qui vient d'ailleurs, donc il peut venir contaminer la surface. Donc, il peut arriver qu'on ait un élément géochimique qui est une teneur différente de ce qu'on a dans le bedrock, tout simplement parce que le régime régolithique qui est au-dessus est de nature différente. Donc, c'est la nature du régime régolithique qui est au-dessus qu'on peut identifier. Une fois on l'a, on peut comparer sa teneur avec un peu plus de précision avec ce qu'on a dans le bedrock. C'est un peu ça, c'est ce que je voudrais dire. OK, merci. Je crois que c'est beaucoup plus clair. Ouais, et si je peux ajouter également, dans le cas où, par exemple, on aurait un sol résiduel provenant de la roche qui est en place, ça c'est un cas spécifique. Alors, il faudrait savoir que si nous avons dans la roche fraîche la minéralisation qui est associée par exemple, prenons pour le cas de l'or dans lequel nous travaillons le plus souvent, s'il est associé à des sulfures, ces sulfures, au fur et à mesure que nous avons l'altération supergène, ces sulfures vont se transformer en minéraux pratiquement d'altération. Donc, il y aura libération de l'or qui était emprisonné dans ces sulfures. D'où, si vous testez la dispersion, parce que le sol va tester la dispersion. Donc, les teneurs que l'on aura dans ce régolithe de sol résiduel peuvent être ne seront pas les mêmes que ce qu'on aura dans la roche fraîche. Parce que dans la roche fraîche, il faudrait savoir également, et ça va intervenir dans la deuxième partie qu'on aura sur les méthodes d'échantillonnage et les méthodes d'analyse. Comment est-ce que vous avez analysé votre échantillon? Parce que l'analyse également donnera des teneurs différentes en fonction de comment vous avez eu à faire le processus pour obtenir ces résultats. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont entrer en jeu, comme on aura à expliciter certains dans la deuxième partie. Treizaine? OK. Alors, je suis en train de voir s'il y a une dernière question. On doit libérer le professeur pour aller fêter l'indépendance. Mais je peux revenir pour la suite s'il y a des choses. Je vais me reconnecter pour la suite, normalement, un peu, de temps en temps. OK, on peut déjà vous libérer. En tout cas, bonne fête de l'indépendance pour ça. Merci à vous, merci, chers collègues. Et puis, vraiment, Charles, écoute s'il y a quelque chose. Voilà. OK, merci beaucoup. Alors, nous allons... Il nous reste on est dans le bon en termes de temps. Il y a une question dans le chat. Ouais. La question est celle de savoir qu'est-ce qui contrôle la dispersion des éléments chimiques dans le sol non déplacé. OK, je n'ai pas réussi la question, c'est comme si c'était une box. Alors, oui, apparemment, on a eu à m'envoyer ça directement. Okay. Il serait toujours mieux de pouvoir envoyer direct, dans Everyone une question. Comme ça, on pourra le lire tous ensemble. Alors, la dispersion, comme on le dit, elle sera tributaire de plusieurs facteurs dans lesquels je pense que dans la deuxième partie, on parlera des méthodes d'échantillonnage et d'analyse. On va essayer de voir, j'ai essayé également aussi d'introduire certains facteurs en termes de dispersion. Bien que le sol peut être non déplacé, mais le sol aura subi une certaine dissolution de ces minéraux primaires. Raison pour laquelle lorsqu'on parlait de la présentation, à un moment donné, on a parlé de la minéralogie. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce slide. On a parlé de la minéralogie des différents éléments. Par exemple, si vous avez la minération que vous cherchez, je donne le cas pour l'or parce que je travaille tout le temps dessus. Si vous avez la minération dans le pyrite, ces pyrites, au fur et à mesure que l'altération supergène, c'est-à-dire l'attaque de l'air, de l'oxygène, de l'eau et ainsi de suite,
va dissoudre et changer pratiquement les pyrites ici pour donner de l'urétite et parfois de la limonite. Et dans cette limonite, il y aura l'or généralement en tant qu'élément qui va se disperser dans la zone, qui va se disperser, et d'où on aura une dispersion due à l'effet de l'altération de ces minéraux primaires. Mais on va mieux y revenir lorsqu'on sera sur la deuxième partie, parce que c'est là où on parlera plus des effets de la dispersion, de comment échantillonner, quels sont les impacts. Il y a une question venant d'Oscar. Merci de nous rejoindre. Pour les longues questions, les personnes ne peuvent pas simplement ouvrir leur chat. On va commencer par la question d'Oscar. C'est une petite question. Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire. Il dit ceci: les habitants du sol peuvent assurer la dispersion de ces éléments. Je ne sais pas si c'est une affirmation, une question. Oui. S'il est là, il peut poser. Oscar, tu peux unmute le micro et puis peut-être parler. Bon, mais ce qui est vrai, c'est que alors, nous pouvons également avoir une dispersion anthropique, raison pour laquelle il est généralement conseillé de ne pas échantillonner dans les villages, par exemple, ne pas prendre des échantillons dans des villages ou dans des champs, parce qu'en ce moment-là, la terre a été remobilisée. Et si la terre a été remobilisée de manière anthropique, il nous sera difficile d'interpréter. D'où il faut éviter les zones anthropiquement dérangées, c'est-à-dire par les hommes, quoi. Si j'essaie de comprendre la question avec les habitants. OK. Il y a une question très longue. On va demander à Esther d'unmute le micro et puis la poser. Elle est trop longue. OK. Merci pour la parole. Au fait, Yann, j'ai bien suivi votre intervention et je vous félicite pour ça, mais à cela ne tienne, j'ai quelques questions. Comme vous pouvez les voir, je l'ai écrit, mais je vais encore le reposer comme ça. Alors, ma première question est celle de savoir, parce qu'on sait que le sol en soi, il n'est pas homogène et qu'il y a plusieurs horizons et tout. Alors, lorsque nous sommes en pleine campagne des prospections géochimiques et que l'on doit échantillonner le sol, j'ai suivi l'exposé, vous n'avez pas dit à quelle profondeur où on doit faire prélever au fait l'échantillon. Et existe-t-il un standard ou un procédé standard qui limite au fait une profondeur pour le prélèvement d'échantillons? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je l'ai posée parce que comme vous avez introduit, vous avez expliqué que beaucoup plus les gens se concentrent dans des zones où il y a des anomalies magnétiques, un signal magnétique bien défini et tout. Et là, cela suppose que si nous sommes dans une région où il y a déjà des data, il y a déjà des données, prospection géophysique qui a été faite et tout. Mais c'est possible aussi que l'on se retrouve dans une région vierge où il n'y a pas eu de données, il n'y a rien. Alors, la façon dont vous avez présenté les choses, c'est comme si le régolithe, en fait, cette étude géochimique n'intervient que dans des zones où il y a déjà des datas géophysiques bien interprétées. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à utiliser ça, à exploiter ça dans une zone vierge qui n'a pas été explorée? Ça intervient quand précisément? Quand nous descendons sur le terrain pour une étude dans une zone vierge non exploitée et tout, cette étude va intervenir quand? C'est ça la première question. Et puis, avec la même chose, si vous pouvez expliquer comment est-ce qu'on peut planifier une étude géochimique? On descend juste sur le terrain, on commence à la faire. Est-ce qu'il y a-t-il de prérequis? Y a-t-il certaines choses qu'il faut tenir en compte? C'est un peu ça, les quelques questions que j'avais. Heureusement qu'elle a posé sa question à l'oral parce qu'il diffère de la question écrite. Et Yann, on peut y aller. Merci, Esther. Merci beaucoup, Esther. Alors, j'ai l'impression qu'on risque de ne pas avoir la pause qu'on avait
à planifier parce que juste après, on parlera des méthodes d'échantillonnage. Si vous voyez mon screen, on parle de méthodes d'échantillonnage et méthodes analytiques en laboratoire. Et c'est dans cette partie que va intervenir comment planifier une campagne de géochimie, qu'est-ce qu'il faut avoir, comment le faire, qu'est-ce que cela implique. En fait, chaque choix que vous allez faire, qu'est-ce que ça va impliquer dans vos données et dans l'interprétation. Donc ça, c'est vraiment la partie qu'on aura juste après la pause de 30 minutes qui est censé intervenir dans quelques minutes. Allô, Allô, Yann. Allô, Yann. Oui. Il est temps. Alors, pour l'autre question, était par rapport à comment faire le rigolif dans une zone non explorée. En fait, raison pour laquelle dans ce slide, ça explique pratiquement tout ce qu'on peut avoir. Premièrement, on commence par pour une zone qui ne contient pas assez de données, on commence par une interprétation d'abord des images satellitaires qui sont comme ceci. Comme celle-ci, pardon. Ces images ici sont gratuites, donc vous pouvez le télécharger gratuitement sur Internet, comme nous l'avons eu à faire, comme nous l'avons fait pour cette formation. Donc, ces images sont gratuites, vous pouvez les télécharger et commencer à faire l'interprétation également sur ces images. Les raster également sont gratuits. Ces images pour la 3 dimensions également sont gratuites. Oui. Je crois qu'on va prendre la pause de 30 minutes. Peut-être que certaines questions peuvent être répondues juste au début de la deuxième séance, si vous voulez bien. Alors, comme on le disait, il y aura une pause de 30 minutes et puis après, on pourra reprendre la pause comme a déjà commencé même. Et puis, on reprend dans 30 minutes. Donc, à 14h juste heure de Kinshasa, 15h juste l'heure de Lubumbashi et puis 16h pour ceux qui sont en Ouganda et au Rwanda. Voilà. Merci. On se retrouve dans 30 minutes. Merci. Merci beaucoup.